les amis, voilà, c'est l'excès. Nous sommes au musée du Louvre. Aujourd'hui, les vraies choses vont se passer. Bienvenue sur mon podcast et on va visiter ensemble le musée du Louvre. Là, on va voir l'exposition égyptienne. Toutes les choses d'Égypte et tout, antique, Là, on commence avec le Sphinx d'Égypte, c'est-à-dire le corps de lion avec une tête d'homme qui est vraiment très impressionnant. Le Sphinx d'Égypte parce que voilà comment une sculpture avec une tête d'homme et un corps de lion. En fait, ça montre, j'ai envie de dire, l'imaginaire qu'avaient les Égyptiens à cette époque-là. J'ai eu l'occasion même de faire une photo parce que c'était vraiment très beau. C'était vraiment impressionnant. Donc, je vous laisse découvrir, je vous laisse aller regarder même sur Internet le Sphinx d'Égypte. Après avoir vu le Sphinx d'Égypte, je pars tout de suite voir le côté de l'Antiquité égyptienne. Le musée du Louvre a consacré une partie de cet espace à l'Antiquité égyptienne. Parce que c'est l'une des parties du musée du Louvre qui m'a le plus fasciné. J'ai été impressionné en fait par la modernité des œuvres, les accessoires, les bijoux. Je me suis dit, attends, on dirait avant en Égypte, là, les reines et puis les rois, ils avaient les accessoires. Hein, parce que même quand je regardais les bijoux de certaines femmes à cette époque, je dis, mais les filles d'aujourd'hui, là, genre, c'est ce qu'elles portent en fait. Il n'y avait aucune différence et c'était trop bien. Il y avait la partie où il y avait les écritures, les différents types de textes, de lois. Tu vois, une partie où il y avait même des contrats qu'on commençait à signer à cette époque-là. Ça veut dire que on se rend compte qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait aujourd'hui existait déjà. On n'a rien inventé. Les contrats, je me dis waouh, à cette époque, ils signaient des contrats. Ils avaient de l'écriture. Il n'y a pas que les hiéroglyphes en Égypte. Il y avait d'autres types d'écritures. Il y avait des écritures sous plusieurs formes. Et c'était vraiment beau à voir en fait. Après, je suis parti voir la cuve de sarcophage de Ramsès III. La cuve de sarcophage, c'est, j'ai envie de dire, une sorte de tombeau ou bien de tombe, si je peux appeler ça ainsi, où on enterrait vraiment les personnes très importantes à cette époque-là. C'est-à-dire, on essaie de faire un truc je ne vais pas dire en caillou, mais avec une pierre assez spéciale. Et puis, on essaie de construire un truc vraiment impressionnant pour enterrer les personnes importantes. C'est-à-dire, quand tu es moins important dans la hiérarchie, dans la pyramide égyptienne, on t'enterre, ton type de sarcophage est en bois. Mais quand tu es très important dans la hiérarchie égyptienne, on t'enterre dans un sarcophage en pierre. Et puis, plus ton rang est haut, plus ta cuve de sarcophage est plus grande. Et là, je vous montre la cuve de sarcophage de Ramsès III, dont la taille est vraiment impressionnante. Tu as envie de dire, les Égyptiens à l'époque, ils aimaient funérailles. Ils aimaient célébrer les personnes importantes. Et c'est ça qui est bien à voir, c'est ça qui est joli à voir et tout ça. Là, on part de l'Antiquité égyptienne pour arriver à la période gréco-romaine. Donc, n'hésitez pas à faire un tour dans le temps comme moi. Faire un tour au musée du Louvre. Vous allez voir, c'est super sympa. Là, je prends une photo devant la sculpture de la victoire de Samothrace. En fait, cette sculpture-là, ça représente mon mood. C'est-à-dire, c'est ce qui représente mon humeur. Et tout ça. La victoire de Samothrace remonte vers 190 ans. Je ne sais pas si on dit 190 ans ou 190 avant Jésus-Christ. En tout cas, ça a été découvert 190 avant JC, Jésus-Christ, qui représente la victoire sous les traits d'une déesse qui est avec des ailes, qui se pose sur un navire de guerre en fait. Et ça s'appelle la victoire de Samothrace. En fait, ce tableau, il est vraiment très symbolique pour moi parce que tous les jours, quand je me réveille le matin,
Je me dis en fait, quand je reçois des messages de personnes qui rient sous mes vidéos, qui ont de la bonne humeur, et ça c'est ma victoire en fait. C'est-à-dire je me réveille tous les matins en apportant quelque chose de nouveau, en apportant quelque chose de positif à certaines personnes en fait. Et ce tableau, il a une symbolique pour moi. Chaque personne, toutes les personnes qui écoutent ce podcast, dites-vous que vous avez une victoire. Parce que chaque personne est unique. Dites-vous que dans tous vos actes, même dans votre personnalité, dans votre manière de vous comporter, vous avez quelque chose à apporter de positif au monde entier, aux personnes qui vous entourent. Et c'est ce qui représente ce tableau en fait, ça représente la victoire. Chaque personne a une victoire personnelle, voilà. Il y a des gens qui se lèvent le matin, qui se disent, aujourd'hui, il faudrait que je fasse plaisir à mon mari. Il y a des gens qui se lèvent le matin, qui se disent, aujourd'hui, il faudrait que voilà, ma journée se passe bien. C'est une victoire en fait, parce que quand tu te poses les objectifs et tu avances vers ton objectif, tu te dis que tu réussis quelque chose en fait. Et ce tableau, moi, ma victoire aujourd'hui, moi, l'excès, c'est de vous faire rire, c'est de vous divertir. C'est ça, moi, ma victoire, en fait. Et c'est pour cela que ce tableau est vraiment très symbolique pour moi. On part maintenant voir la couronne de Louis XV, dit le bien-aimé. C'était son surnom. En fait, Louis XV, il était roi de France, en fait. Il est le seul roi à naître et à mourir au château de Versailles. C'est-à-dire, lui, il est né roi. Toute sa vie, là, il a été roi. C'est-à-dire, le gars, lui, il ne connaît pas la pauvreté, en fait. Louis XV, là. Lui, vraiment, lui, j'ai envie de dire, je l'envie. J'ai envie d'être comme lui. Parce que quand tu nais roi et puis tu meurs roi, je ne sais pas si tu peux avoir un jour un problème de 50 centimes comme moi. Parce que même moi, souvent, même dans le métro, il m'arrive de manquer de quelques centimes pour payer mon ticket de métro. Louis XV, lui, il ne connaît pas ça. Voilà. En fait, c'est sa couronne est vraiment très impressionnante. Tu vois sa couronne qui est ornée de diamants. Tu te dis, Joe. En fait, quand je me suis retrouvé face à sa couronne, vous savez ce que je me suis dit. Il dit, hé Stéphane, ça là, si tu prends ça, tu t'en vends ça au marché noir. Ta vie est gagnée. Mais non, c'est vraiment très impressionnant. En fait, tout m'a impressionné au musée du Louvre. Particulièrement cette couronne, en fait. Tu vois les diamants autour. Tu te dis, mais attends, lui, il a mis ça sur sa tête. Beaucoup de diamants qu'on sur ta tête. Mais tu changes de vie. En tout cas, Louis XV, tu es un chef, il est meilleur. Là, nous sommes dans la salle où il y a la Joconde. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur. En fait, cette salle-là, la salle où il y a la Joconde et le tableau des noces de Cana de Véronèse, c'est mon coup de cœur. La salle est... En fait, c'est un truc... C'est assez simple. Mais c'est vraiment joli parce que les deux tableaux déjà se font face. Déjà, la Joconde, c'est le portrait de Mona Lisa. C'est un tableau de Léonard de Vinci qui a été peint en Florence, en Italie, entre 1503 et 1519. On ne peut pas estimer la date exacte de cette peinture-là, mais c'est entre 1503 et 1519 qui appartenait au mouvement de la Renaissance. Donc la Renaissance, on peut dire, c'est entre 1500 et 1600, ce mouvement littéraire-là. En fait, la Joconde, c'est un portrait, ce qu'on appelle le portrait en trois quarts. C'est-à-dire, tu es assis, comment il a dit ça, tu es assis et puis tu donnes tes épaules façon sur le côté là. Vous voyez, quand vous voulez vous donner un genre sur les photos là. Voilà, c'est comme ça, Léonard de Vinci a peint la Joconde. Ce qui me plaît particulièrement dans ce tableau, c'est que j'ai l'impression qu'elle me regarde en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'elle, qu'à un moment donné, elle va me répondre. Enfin, je sais pas. Ah, ICP, Mona Lisa. Tu as l'impression que c'est un tableau qui vit. C'est-à-dire, elle te regarde, mais dans tous les sens. C'est-à-dire, quand tu bouges à gauche, son regard te suit. Quand tu bouges à droite, son regard te suit. C'est un tableau qui te parle. C'est une femme qui te regarde, elle te surveille en fait. Avec son petit sourire en fait sur le côté.
Et tu te dis, la dame là, enfin, il y a quoi? Tu me regardes pourquoi? Il t'a fait quoi? En tout cas, c'est un très beau tableau à voir. C'est vivant, c'est trop cool en fait. Venez voir le sourire de la Joconde, c'est le plus beau du monde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, mon sourire vient d'outre-tombe. Ensuite, on a le tableau des noces de Cana de Véronèse. Les noces de Cana de Véronèse, c'est l'un des plus gros tableaux. J'ai envie de dire, mais c'est le plus gros tableau du musée du Louvre, en fait. Ça a été peint en 1562 et 1563, la période aussi de la Renaissance. Donc, on est dans le même mouvement, en fait, littéraire que... où Léonard de Vinci et Véronèse ont peint les tableaux. Je pense que ça a été peint dans les mêmes courants. J'ai l'impression que ça a été fait exprès même de les mettre en face. Comme si, voilà, on se regarde, on a du pouvoir, on se fait face et tout. Ce qui me plaît dans ce tableau, c'est que y a une très grosse interprétation religieuse chrétienne catholique, puisque moi je suis de religion chrétienne catholique, à faire avec ce tableau, parce que c'est l'interprétation religieuse qu'on fait de ce tableau, c'est que Jésus transforme l'eau en vin. Et ça fait référence à l'évangile de Jean dans la Bible. Donc les noces de Cana, les noces, qui dit noces dit mariage, nous assistons à une fête, à une très grosse fête, parce que le tableau il est vraiment grand. Et il y a au moins plus de 130 personnes sur le tableau, 130 personnages, dont Jésus, qui est tout au centre, avec plusieurs personnes qui l'entourent, dont Marie, sa mère, à sa droite, avec un foulard noir et tout ça. Là même, j'ai vu même sur Internet que ça faisait référence, le fait que Marie est, parce que Marie, elle a souvent un voile blanc ou bleu, je ne sais plus. Mais là, sur ce tableau-là, elle a un voile noir, comme si elle était en deuil en fait. Donc, qui préparait en fait la mort de son fils Jésus-Christ. Moi, l'interprétation que je fais de ce tableau, c'est que c'est non seulement c'est beau à voir, et l'interprétation que je fais, c'est que c'est à travers ce tableau, à travers le tableau Les Noces de Cana de Véronèse, que j'ai vu que la religion chrétienne surtout n'exclut pas. Elle n'exclut pas parce que sur les tableaux, tu vois différents types de personnages. Tu as des personnages de différentes couleurs. Déjà, quand tu regardes ce tableau, tu sais que le racisme n'existe pas parce que la religion prend en compte tout type de personnes. Sur le tableau, j'ai vu des personnes noires, des personnes qui ont la couleur de peau un peu plus foncée, un peu comme les Méditerranéens. Des personnes, je crois même homosexuelles, parce que sur le tableau, j'ai vu 2 hommes qui étaient assez proches. En plus, puisqu'on parlait de mariage, les mariés sont un peu plus gauche du tableau. Un homme et une femme, et pas loin d'eux, tu as 2 hommes qui sont assez proches. Et tu te rends compte que la religion n'exclut pas, en fait. Tu as la définition parfaite de aime ton prochain comme toi-même. Tu as tout type de personnes qui font la fête ensemble, qui sont assis ensemble, qui chillent ensemble, en fait. C'est là que tu te dis que, en fait, tout ce qui est racisme, tout ce qui est la haine contre l'autre, là, c'est vraiment l'interprétation de l'homme, en fait. Parce que chaque homme sur terre a une interprétation de la religion, a un avis à donner sur la religion. Mais quand tu regardes le tableau, tu regardes un tableau avec Jésus au centre et sa mère Marie à la droite, et puis tous ces types de personnes-là qui l'entourent, tu te dis, en fait, on est prêt à vivre ensemble, en fait. On est prêt à chiller ensemble. Je pense que c'était... Moi, pour ma part, c'est ce que Véronèse a voulu transmettre, en fait, à travers ce tableau. Et je trouve que c'est réellement beau, en fait. C'est très beau à voir. C'est cool, en fait. Donc, en gros, il n'y a pas de différence entre nous. On est prêt à vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est pas quelque chose qui a été inventé par les hommes. Voilà, il faut vivre ensemble. On doit vivre ensemble, quelles que soient nos différences. Et je pense que c'est ce que ce tableau-là nous enseigne, en fait. Voilà, c'était moi. On a fini cette visite au musée du Louvre. J'espère que vous avez pris plaisir
à écouter ce podcast, voilà, et que les images vous ont plu. Désolé pour la qualité de l'image parce que j'ai enregistré avec mon téléphone portable, donc soyez indulgents. Et je vous aime, je vous embrasse et merci d'avoir écouté cet épisode au podcast. J'espère que cette petite visite au musée du Louvre vous a plu. N'hésitez pas à y aller, à faire un tour. C'est vraiment un très bel endroit, un endroit rempli d'histoire. Donc je vous invite tous à visiter le musée du Louvre parce qu'à travers l'art, on s'ouvre l'esprit et on interprète l'art, les tableaux en fonction de sa culture, en fonction de son intellect. Et ça, c'est très, très important. Je vous aime les amis. On se retrouve pour le prochain épisode. Et puis voilà quoi, c'est de ça qu'il s'agit. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legiums, vous a présenté l'Excès Podcast, une production autour de l'humour présentée par Stéphane Sacré. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts.